Donc le premier sujet de ce matin concerne une catégorie de produits qui sont tout autour de nous en permanence. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Comme vous le savez, on vit entouré de produits chimiques. Il y en a absolument partout, dans les peintures, dans les médicaments, dans les tissus, dans tout ce qui nous entoure. Et depuis une trentaine d'années, on a commencé à mettre en évidence une forme de toxicité qu'on ne soupçonnait pas forcément auparavant de ces produits, qui sont pour certains capables d'interagir avec nos systèmes hormonaux. Donc, ce qui pose de gros problèmes en matière à la fois de développement et de santé plus généralement. Et pour faire le point sur ce sujet, je vous passe la parole, Yves Combarnou, et vous allez nous présenter un peu ces mécanismes de perturbation endocrinienne. Donc, le système endocrinien, c'est le système hormonal. Mais je vous laisse prendre la parole. Vous expliquerez ça beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, à Catherine Beaumont de m'avoir invité. Et donc, je suis très honoré d'être le premier à intervenir au cours de ces deux journées. Oui, un petit retard. Donc, en fait, ce que je voudrais d'abord indiquer, c'est que les produits toxiques, comme vous le savez, ce sont des produits qui ont des effets néfastes sur les organismes. Et ces effets néfastes peuvent être soit aigus, un poison par exemple peut avoir une action très rapide et tuer quelqu'un, ou un animal, ou un homme, de manière extrêmement rapide, tandis que vous avez d'autres produits qui ont une action beaucoup plus pernicieuse, et c'est la toxicité chronique, c'est-à-dire que vous allez être soumis à un produit, par exemple, de manière vous vous en apercevrez même pas, et qui va avoir une action. Et c'est à cette catégorie-là qu'appartiennent les perturbateurs endocriniens. Alors, je voudrais définir deux mots, en fait. C'est que souvent, on dit risque, danger. Vous ne voyez pas forcément comme ça en français la différence. Mais en fait, ce qui compte dans l'approche de la toxicité, c'est le risque. Et ce risque, si vous voulez, c'est le produit du danger, c'est-à-dire quelle est l'action potentielle dangereuse néfaste que peut avoir un produit, multiplié par son exposition. Évidemment, si vous avez un produit extrêmement toxique, je ne sais pas moi, le curare, n'importe quel poison, mais que vous n'y êtes pas exposé, évidemment, vous ne courez aucun risque. Et inversement, vous avez des produits qui pratiquement ont des dangers extrêmement bas, par exemple, je ne sais pas moi, le sel de table. Si vous y êtes exposé de manière normale, il n'y aura pas de problème. Évidemment, si on vous forçait à avaler des kilos de sel, forcément, vous auriez des problèmes. Donc, je veux insister sur ces premières choses, et souvent, dans des débats qui n'ont rien de scientifique, vous allez avoir un petit mélange entre danger et risque. Danger, c'est le maximum de danger, de risque que peut vous faire produire un produit, tandis que le risque, c'est vraiment le danger affiné par l'exposition. Alors, le système endocrinien, c'est le système hormonal. Donc, lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, c'est les molécules qui vont avoir un effet sur le système endocrinien. Alors, par exemple, je prends un exemple évidemment sur ce quoi je travaille, des hormones qui viennent de l'hypophyse, qui se trouvent juste à la base du cerveau. Alors, si je prends ici, voilà, ici, vous avez l'hypophyse qui produit des hormones qui vont, celles sur lesquelles je travaille, agissent sur les ovaires ou les testicules chez l'homme, et une troisième hormone qui ressemble beaucoup va agir sur la thyroïde. Ces hormones, donc elles-mêmes, vont agir à distance, c'est-à-dire que pour pouvoir agir sur des cellules à distance, elles sont obligées de reconnaître des récepteurs. Et après avoir agi sur ces récepteurs, elles vont stimuler des actions au niveau local et produire elles-mêmes d'autres hormones qui vont venir rétroagir au niveau, donc qui vont être produites ici, et en bleu, vous voyez, qui vont agir sur différents... Là, j'ai mis ça un peu dans le vide, mais ça veut dire que ça agit un peu sur toutes les cellules du corps, tandis que celle-là, vous allez avoir une rétroaction au niveau hypophysaire ou hypothalamique, c'est-à-dire que c'est l'étage juste au-dessus, et puis avoir une régulation ainsi de la production des premières hormones dont j'ai parlé. Donc vous voyez que c'est des systèmes assez complexes et qui peuvent être, du coup, facilement perturbés. Alors il y en a beaucoup d'autres, donc puisque dans mon dessin, il y avait le pancréas et le foie,
Donc j'ai introduit une action, donc vous voyez l'insuline ou le glucagon qui viennent du pancréas et qui vont avoir des actions soit sur un peu toutes les cellules, soit sur les cellules du foie, hein, comme l'insuline, ou sur les cellules musculaires. Et puis même le cœur, par exemple, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un organe endocrine. Les oreillettes du cœur, lorsque vous avez une pression sanguine qui est trop élevée, vous avez une hormone qui est sécrétée et qui va venir agir sur les reins pour venir excréter les sels et l'eau, et donc faire ainsi baisser la tension artérielle. Alors, en fait, j'ai choisi mes exemples ici. Celles qui sont en rouge, ce sont des hormones de plutôt grosse taille et hydrophiles, c'est-à-dire qui sont très solubles dans l'eau, donc très solubles dans le sang et très solubles à l'intérieur du cytoplasme. Et d'autres, celles qui sont en bleu, alors je montre sur mon écran, mais si je ne fais pas avec le pointeur, ça ne va pas aller. Celles qui sont, ce sont des petites hormones hydrophobes, c'est-à-dire donc elles sont de petite taille et elles sont hydrophobes, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas ou très peu solubles dans l'eau, et que pour pouvoir voyager dans le sang ou voyager à l'intérieur des cellules, il faut qu'elles soient associées à des protéines. Du coup, ces différentes hormones ont des mécanismes d'action différents, à savoir que les grosses, alors j'ai mis grosses entre parenthèses parce qu'elles ne sont pas forcément grosses, les hormones de plus grande taille et hydrophiles viennent se lier à des récepteurs qui sont sur la membrane plasmique autour de la cellule. A l'inverse, les petites hormones hydrophobes rentrent dans la cellule et vont venir agir ici sur des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire des récepteurs qui sont dans le noyau des cellules. Et elles vont agir comme facteurs de transcription. Alors, j'expliquerai dans une seconde à quoi sert un facteur de transcription. Donc, en fait, ces récepteurs viennent agir directement sur l'ADN. Ça c'est juste la structure de l'estradiol. Et en fait, ce que je veux montrer maintenant, c'est que cet estradiol va venir se lier à des récepteurs qui, comme je viens de le dire à l'instant, viennent interagir directement avec l'ADN. Alors, sur des portions d'ADN bien spécifiques qui régulent l'expression des gènes. Alors, quand je dis l'expression des gènes, ça veut dire que ici, les récepteurs qui sont sous forme de dimères, grâce à l'hormone d'ailleurs, l'estradiol ici vient se lier un récepteur, deux récepteurs. Les estradiols, vous voyez, c'est des petites molécules par rapport aux récepteurs. Ces deux molécules de récepteurs, qui sont des protéines, se dimérisent et viennent interagir avec une portion qui est également symétrique sur l'ADN et qui viennent se fixer sur des portions très spécifiques de l'ADN pour permettre la transcription des gènes. Alors, j'ai un petit schéma après qui vous explique ce que c'est la transcription des gènes. Vous avez peut-être dû apprendre ça par ailleurs. Donc, vous voyez le schéma que j'avais fait juste avant. Donc, je vais passer à quelque chose de plus schématique pour pouvoir l'expliquer. Donc, vous avez ici nos dimères de récepteurs de l'estradiol, avec l'estradiol qui est fixé dessus, qui a permis la dimérisation, et qui recrute ensuite une protéine, enfin peu importe son nom ici, et cette protéine ensuite va recruter d'autres facteurs de transcription qui viennent sur le site d'initiation de la transcription, ce qui veut dire que c'est l'endroit où va être synthétisé, où va démarrer la biosynthèse des ARN messagers. Alors plus précisément des ARN pré-messagers, etc. Mais enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Et pour donner la fabrication ensuite, après traduction par les ribosomes, eh bien, de protéines spécifiques des réponses des cellules qui ont reçu le message. Donc l'action de l'estradiol ou, on va le voir dans un instant, des perturbateurs endocriniens, ça va être de stimuler ces actions et de provoquer donc des réponses sur les cellules, des réponses qui seront normales s'il s'agit de l'hormone et qui seront plutôt embêtantes ou néfastes s'il s'agit de perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, à quoi ça ressemble ? Alors d'abord, vous avez le ligand naturel du récepteur de l'estradiol et j'ai mis un certain nombre de perturbateurs qui viennent agir sur ce récepteur. Donc vous voyez la structure de l'estradiol et en gros, vous voyez que toutes ces molécules, peu importe les détails, mais ont des structures, des tailles, des structures qui ressemblent un peu. C'est des molécules organiques, donc c'est-à-dire à base de carbone et d'hydrogène, un peu d'oxygène, parfois de soufre. Et vous voyez que vous avez ici le ligand naturel. Et en dessous, un produit qu'on considère comme un perturbateur endocrinien, et c'en est un, qui est l'éthinylestradiol.
Et l'éthénylestradiol, c'est un médicament, c'est en fait le produit efficace dans la pilule contraceptive, qui vient, alors vous vous souvenez de ma flèche qui remontait vers l'hypophyse ou vers l'hypothalamus, qui vient inhiber en fait la production des hormones gonadotropes, celles en rouge qui descendaient, pour, disons, perturber les cycles. Alors évidemment, tant que c'est pris par les femmes en tant que contraceptif, évidemment, c'est un médicament. Là où ça peut devenir un perturbateur endocrinien, c'est quand ça se retrouve dans la nature et que vous ne le prenez pas exprès. Donc voilà, c'est un perturbateur endocrinien, mais je dirais volontairement perturbateur endocrinien. Alors tous les autres, eh bien, c'est des molécules qui proviennent soit des produits naturels, la génistéine par exemple, que j'ai souligné en vert, c'est un produit naturel des plantes. Alors son nom vient du genêt, donc à l'origine elle avait été découverte dans le genêt, mais elle existe dans le soja, et c'est plus dans le soja qu'elle pose problème d'ailleurs, puisqu'il y en a beaucoup. Et puis tous les autres, c'est des produits industriels, soit bisphénol A, c'est l'industrie des plastiques, et puis vous en avez plein d'autres, les phtalates, c'est les plastiques aussi, et puis des octylphénols, des antibactériens, etc. Donc toutes ces molécules-là, en fait, sont capables d'interagir avec le récepteur de l'estradiol. Alors, le bisphénol A, dont je vais parler un tout petit peu plus, eh bien voilà, il interagit avec le récepteur de l'estradiol. Là, ce qui est montré, c'est seulement les acides aminés qui sont dans le récepteur de l'estradiol et qui interagissent avec l'estradiol. Donc, vous voyez ici l'estradiol. Enfin, ici, c'est l'éthénylestradiol, mais peu importe. Et ici, vous avez le BPA. Donc, le BPA, il est quand même plus petit, et donc le nombre des interactions avec le récepteur est moins grand. De ce fait-là, vous avez une affinité pour le récepteur qui est beaucoup moins forte. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que là, c'est une manip qu'on avait faite au labo il y a quelques années. Lorsqu'on met les concentrations des deux produits, éthénylestradiol et BPA, alors en molarité, parce que comme ils n'ont pas le même poids moléculaire, si on veut comparer, il faut se mettre en molarité. Je suis sûr qu'en chimie, vous avez appris ce que c'est. Donc il y a un ratio, donc un rapport entre les deux, avec l'éthénylestradiol, qui est 50 000 fois plus efficace que le BPA. Mais le problème, c'est que l'éthénylestradiol est produit à 1 tonne par an dans le monde entier, alors que le BPA, c'est 3 millions de tonnes par an. Alors, le rapport des concentrations, effectivement, est en faveur de l'éthénylestradiol du point de vue de l'activité, mais vous voyez que la production est bien plus large. Alors, du coup, vous allez vous dire, mais alors BPA, c'est vachement dangereux. Pardon, c'est extrêmement dangereux, puisque vous avez 3 millions de tonnes par rapport à 1 tonne. Mais le BPA n'est pas dans la nature comme ça, sous cette forme-là. Le BPA, ça sert à faire des plastiques. Donc, je crois qu'on va en reparler, des plastiques. Je suis déjà en retard. Non, on avait pris un peu de retard au début. Non, c'est juste qu'on me signale que peut-être qu'on ne vous entend pas très bien. Est-ce que le son est bon pour la salle? Parce que c'est bon? D'accord, merci Régis. Ah oui, j'entends bien. C'est bon, mais peut-être que vous pouvez relever un peu les micros vers vous. D'accord, entendu. Donc le bisphénol A, donc vous voyez, il n'est pas sous cette forme-là quand il est commercialisé, si vous voulez, et en fait c'est utilisé pour fabriquer des polycarbonates, donc des plastiques, ce que vous voyez ici, et en fait simplement une toute petite partie du BPA qui est dans les plastiques va être du coup disponible, soit parce que, quand vous voyez la réaction ici, une partie du bisphénol, par exemple, n'a pas agi et qu'il en reste des toutes petites quantités donc, dans le plastique lui-même et qui va pouvoir sortir dans le liquide qui est à l'intérieur des contenants. Je crois que c'est vous qui en reparlez. Oui, je pense qu'on abordera cette question. Voilà. Et donc, soit que la polymérisation est incomplète, soit le polycarbonate peut être décomposé et relibéré du BPA. Alors, comment ça marche? Les hormones viennent se fixer sur le récepteur. Alors, soit les perturbateurs endocriniens produisent une action en tant que facteur de transcription, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, vont permettre la stimulation spécifique de la transcription. Les perturbateurs, de la manière classique, ça va être de venir prendre la place sur le récepteur, et de deux choses l'une. Soit il s'agit d'un agoniste, c'est-à-dire qui va se fixer sur le récepteur et va produire une réponse. À ce moment-là, on va avoir une augmentation de la réponse. Vous avez donc une stimulation. Soit ce perturbateur va venir se fixer, mais c'est un antagoniste, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'action, il va venir inhiber l'action de l'hormone.
Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une action perturbatrice, c'est-à-dire que soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une perturbation de l'activité. Alors ça, c'est le système le plus classique, qui est en haut à gauche dans cette figure-là. D'autres possibilités de perturbation, mais qui sont beaucoup moins spécifiques et pas forcément dues à des perturbateurs endocriniens, qui peuvent passer par d'autres toxiques, qui sont des produits qui vont avoir une action soit sur la biosynthèse d'hormones, soit sur la dégradation des hormones. Donc vous voyez que si la biosynthèse est augmentée ou diminuée, il va y avoir plus ou moins d'hormones et donc ça va avoir un effet. Soit la dégradation de l'hormone va être modulée, donc s'il y a moins de dégradation, il y aura plus d'hormones et vice-versa. Et soit encore, comme je vous ai dit qu'il s'agissait en général de petites molécules hydrophobes, elles sont dans le sang, elles ne sont pas toutes seules puisqu'elles sont peu solubles et elles sont transportées par des transporteurs protéiques et les perturbateurs endocriniens ou d'autres produits toxiques peuvent éventuellement avoir des actions sur la concentration de ces protéines de transport et donc sur la disponibilité de l'hormone. Alors d'où viennent les perturbateurs endocriniens? Je pense que ce genre de liste, vous l'avez vu souvent, donc soit des plantes, quand c'est naturel, de médicaments, de cosmétiques, plastiques, etc., insecticides et autres industries, pyralènes, retardateurs de feu, détergents, peintures, etc. Alors le dernier point que je voudrais aborder, c'est que souvent on dit, les gens qui ont plutôt tendance à ne pas bien connaître, vont dire, ou certains qui connaissent mais qui ont envie de faire un peu peur, c'est de dire les perturbateurs endocriniens, c'est dangereux même quand il y en a extrêmement peu. 5 minutes? Ou il y a longtemps que vous l'avez peut-être. Pardon. Donc les perturbateurs endocriniens, on dit souvent, et c'est ce que certains groupes essayent de faire passer au Parlement européen, c'est de dire c'est tellement dangereux qu'il faut qu'il n'y en ait pas du tout. Parce qu'ils prennent comme argument que certains perturbateurs endocriniens, ou dans certaines conditions, vous voyez, ont une courbe en creux, comme ça, avec, en fonction de la concentration, vous avez d'abord à des très faibles concentrations un effet négatif, puis un effet positif après. Et alors ils disent, vous voyez, la dose ne fait pas le poison, puisque les très faibles doses sont pires que les doses fortes. Alors ça, je m'inscris complètement au faux avec cette interprétation, et je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi, parce que certaines hormones donnent aussi ce genre d'effet. Et voilà comment on le voit, si vous mesurez une réponse, mais souvent cette réponse que vous mesurez fait suite à un certain nombre d'étapes, soit au niveau cellulaire, soit au niveau de l'organisme. Et si vous avez un seul produit, eh bien vous avez ici une action, par exemple positive sur la réponse que vous mesurez. Alors la réponse, quand je dis que c'est une réponse positive, c'est peut-être négatif pour la santé de la personne. C'est la réponse biologique que l'on mesure qui peut être positive. Donc vous avez cette réponse qui est donc proportionnelle à la concentration, donc la dose fait le poison. La deuxième possibilité, c'est qu'à basse concentration, vous ayez un effet positif, puis qu'à plus forte concentration, sur une étape ultérieure, vous ayez un effet négatif. Et ce que vous allez obtenir sur la réponse, c'est à des basses concentrations une réponse positive, puis une réponse négative. Et le troisième point, et qui explique ces courbes en U, si vous voulez, dont on accuse les perturbateurs endocriniens d'être des spécialistes, mais ce qui est totalement faux, c'est vous avez sur une première étape, vous pouvez avoir ici un effet négatif sur une étape plutôt en amont, et des effets positifs sur les étapes en aval. Et à ce moment-là, vous aurez ce type de courbe. Donc, il convient quand même de dire que les perturbateurs endocriniens ont des effets dose-réponse. Alors évidemment, ici, il faudra peut-être utiliser les concentrations auxquelles on voit cette baisse pour dire que c'est les concentrations maximum qu'on peut autoriser. Mais de dire que les perturbateurs endocriniens, il faut qu'il n'y en ait pas du tout et que les effets dose n'ont pas de sens, eh bien, c'est totalement faux. Donc ma conclusion, c'est de dire que si on veut vraiment définir et connaître les mécanismes d'action des véritables perturbateurs, alors quand je dis véritables, pour montrer qu'ils marchent spécifiquement via le système endocrinien, que ces connaissances sont indispensables pour les identifier et en limiter les effets néfastes, mais sans non plus les exagérer ou leur attribuer des effets qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Voilà, je vous remercie. Et je suis prêt pour quelques questions s'il y a encore du temps. Parce que... Merci, il y a encore du temps, on est bien dans les temps. Parfait, merci beaucoup. Merci.
Donc, effectivement, on pourrait faire une petite séance de questions-réponses. On peut prendre 2 ou 3 questions parce que le sujet est particulièrement complexe et dense. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Il y a des micros dans la salle, je pense. Donc, levez la main si des gens ont des questions à poser. Sinon, moi, j'ai une première question peut-être, c'est la question de savoir comment ces perturbateurs endocriniens se retrouvent dans l'environnement et quelles sont les sources d'exposition les plus importantes une fois qu'ils se retrouvent dans l'environnement pour nous. Comme vous avez pu voir, donc les perturbateurs, la liste que j'ai faite, ça provient de tas de produits, du plastique, des cosmétiques, des peintures. Donc en fait, les sources sont multiples. Et en principe, on doit y être exposé, au minimum, le moins possible, mais sachant qu'il faut d'abord identifier, il y a des tas de produits qui ont été, effectivement, le BPA, j'ai pris cet exemple-là, a été d'abord banni des bouteilles en plastique pour les bébés, puis après a été banni de manière beaucoup plus large, du fait, enfin pas le BPA lui-même, mais les plastiques qui pouvaient en libérer de manière à éviter. Mais à partir du moment où on a mis en évidence que, d'abord chez les bébés, parce que l'exposition périnatale est extrêmement importante, puisque c'est à ce moment-là que les hormones, l'estradiol et d'autres, vont intervenir dans le développement du bébé, et les conséquences peuvent se faire sentir, non pas pendant la vie du bébé, mais, enfin si, pendant sa vie, mais quand il n'est plus un bébé, à l'âge adulte. Alors une des questions, je vous posais cette question parce qu'une des questions qui était revenue dans les échanges qu'il y avait eu entre les lycéens et au moment de l'organisation de cette journée, c'était est-ce qu'on peut se protéger des perturbateurs endocriniens communs ? Est-ce qu'il y a des moyens de les éviter complètement ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre ? Les éviter complètement, non. D'abord parce qu'il y en a qui sont naturels, déjà. Et puis, ou alors il faut se priver d'absolument tout. Donc je pense que, c'est ma dernière diapo, c'est ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il faut connaître leur origine, leur action et les mécanismes par lesquels ils passent. Donc la connaissance est absolument indispensable. Et je crois qu'ici, la recherche, aussi bien fondamentale qu'appliquée, est importante, puisque de toute façon, les produits, les perturbateurs endocriniens existent et existeront sans doute toujours, même parmi les produits naturels. Mais par contre, il faut les connaître pour pouvoir en limiter l'exposition, mais s'en débarrasser complètement, franchement, c'est impossible. Par exemple, actuellement, le BPA, alors je reviens toujours là parce que c'est une molécule qui a été beaucoup étudiée. Les gens ont dit on ne va plus utiliser le BPA, on va utiliser le BPS, le BPF, mais c'est pratiquement la même molécule avec juste quelques... Bon, bien évidemment, et ça je l'avais parié dès le départ, ça n'a rien changé du tout, et effectivement, les autres bisphénols ont exactement les mêmes défauts. Donc voilà, soit il faut trouver une autre manière de faire des plastiques, soit pas revenir au vert, voilà, c'est des choses comme ça. Donc l'exposition nulle à des perturbateurs endocriniens, pour moi, c'est irréaliste. D'accord. Je ne sais pas si on a une question. Oui. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, je voudrais savoir si on les retrouve dans l'eau. Pardon ? Est-ce qu'on les retrouve dans l'eau ? Dans l'eau ? Parce que comme vous venez de parler justement de la pilule, oui. Ah oui. Donc, à mon avis, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est évacué. Donc, je me pose la question justement, en plus, avec tout ce qui existe comme véhicule de ces perturbateurs, à mon avis, on doit les retrouver dans l'eau, quelque part. Oui, non, mais l'eau que vous buvez est quand même largement traitée, et bien traitée, je pense, déjà au point de vue bactériologique, ce qui est peut-être encore plus dangereux que les perturbateurs. Et ensuite, les produits chimiques qui peuvent se trouver dans l'eau sont aussi, pour une grande mesure, éliminés au niveau des centrales de traitement de l'eau. L'eau que vous buvez n'est pas très contaminée. Alors ça peut arriver que dans certaines régions, elle le soit un peu plus, si les nappes phréatiques ont été contaminées par des produits agricoles avec une activité perturbateur endocrinien. Donc ma dernière diapo dit bien tout, c'était il faut surveiller et bien attribuer à chaque danger
où chaque risque, ça part dans la... Parce que sinon, si vous commencez à dire mais il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, vous n'allez plus vivre. Donc, les perturbateurs endocriniens sont sans doute pas les molécules les plus dangereuses. Oui, mais justement, comment on peut, nous, contrôler à titre individuel tout ça? Pas, à titre individuel, vous ne pouvez pas. C'est fait par les autorités. Oui. Oui. Donc on doit leur faire confiance. Pardon, il faut avoir confiance. On doit leur faire confiance. Bah oui, je pense qu'en société, on doit se faire un peu confiance, oui. Merci. Vous parliez tout à l'heure du bisphénol A et de l'importance d'identifier les perturbateurs endocriniens, l'endroit où ils se trouvent. Et justement, ça fait une parfaite transition pour la deuxième intervention. Merci beaucoup pour cette première intervention. Et il y avait encore une question. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, on peut peut-être prendre l'autre question, et après, de toute façon, on aura encore une séance à la fin de questions-réponses. Donc, si toutes les questions n'ont pas pu être posées, n'hésitez pas à les reposer quand on aura fait les 3 présentations. Alors, quels peuvent être les effets les plus néfastes que peuvent provoquer les perturbateurs endocriniens? Les effets les plus néfastes, c'est difficile à dire parce que le système endocrinien, vous avez vu, rien qu'avec mon petit schéma où j'avais choisi de montrer sûrement quelques hormones, donc là c'était le système reproducteur, donc dans des cas extrêmes, vous pouvez avoir des cas d'infertilité ou des cas même d'avortement non souhaité évidemment sur la femme. Mais dans d'autres cas, d'autres systèmes endocriniens peuvent être perturbés et donc les effets peuvent être très divers et très variés. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que les perturbateurs endocriniens sont sûrement pas... D'abord, c'est des effets chroniques à long terme, donc il faut y être soumis très longtemps. Et deuxièmement, c'est sûrement pas les produits forcément les plus risqués. Alors j'emploie forcément le mot risque à la place de dangereux, parce que vous avez vu que c'est l'exposition aussi qui joue beaucoup. Donc on peut jouer beaucoup sur l'exposition et éviter d'y être exposé au maximum. Mais les effets les pires, là je ne saurais pas vous répondre comme ça. D'abord parce qu'il y en a peut-être qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et donc je vais passer la parole à Florence Hachèze-Leroy, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Artois et qui travaille sur la question des contenants alimentaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de la production des aliments, un des problèmes, c'est leur conservation. Une fois qu'on a produit des aliments, certains se périment, certains peuvent devenir même toxiques avec le temps. Et donc, un des gros problèmes auxquels a été confrontée l'humanité depuis la révolution de l'agriculture, ça a été la conservation des aliments. Et ce problème a été en partie résolu avec l'invention des boîtes de conserve et de la stérilisation des bocaux au XIXe siècle, mais d'autres problèmes sont survenus par la suite, et notamment, je pense que vous allez aborder le sujet, la question des perturbateurs endocriniens qui étaient présents dans ces méthodes de conservation nouvelles, mais pas uniquement comme on va le voir immédiatement. Je vous laisse la parole.